c'est à l'initiative donc d'une céramiste et d'une direction qui conjointement ont réalisé un projet afin de valoriser les compétences des personnes en situation de handicap du côté de la créativité. Donc ça a commencé par un atelier de céramique et après sont venus se rajouter d'autres ateliers qui ont permis de proposer des moyens supplémentaires à plus de travailleurs afin qu'ils soient valorisés dans leurs compétences. C'est-à-dire qu'on a pu faire appel à des compétences de la couture, du bricolage, de la peinture, à une multitude de possibilités où la personne en situation de handicap pouvait s'y retrouver. APSH 34, donc association pour personnes en situation de handicap, à vocation régionale certes, mais pour l'instant ces établissements se situent dans l'Hérault. Donc 26 établissements et services qui sont répartis sur 4 territoires, avec un axe transversal de l'emploi et aussi service aux mandataires judiciaires. Voilà, donc l'association existe depuis 1973. Donc elle a 42 ans cette année. C'est à peu près un peu plus de 500 salariés et autour de 4000 personnes qui sont suivies par les différents établissements et services. Voilà, les valeurs de l'association, c'est des valeurs de citoyenneté, c'est des valeurs de primauté de la personne. Des valeurs aussi importantes pour nous, la question de la laïcité, qui est au cœur aussi de nos valeurs. Alors les ESAT de la PSH 34, c'est quand même deux ESAT, un ESAT qui se situe à Plaisance, dans le canton de l'Hérault, et un autre ESAT qui se situe sur 3 sites plus précisément, donc qui s'appelle Via Domitia, donc un site à Lunel, un site à Montpellier, un site à Saint-Georges-d'Orbe. Donc c'est quand même 189 personnes accompagnées donc qui sont en situation de handicap. Les ESAT Via Domitia, ces activités essentiellement 3 activités qu'on retrouve aussi d'ailleurs, entre parenthèses, sur les ESAT de Plaisance, que sont des activités de blanchisserie, des activités de restauration, cuisine collective et des activités d'espace vert. Ensuite vient s'ajouter à ces activités une activité particulièrement spécifique qui est celle de l'activité de l'ESART, qui est un atelier de production artistique qui a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il y a plusieurs activités qui sont proposées à l'ESART, dont l'activité principale de l'ESART étant tout de même la céramique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez travaillé dans un autre atelier différent de l'activité artistique, en quoi ici c'est un lieu différent? Déjà, c'est pas le même style de travail. Donc ici, c'est un travail qui est basé sur la créativité. Donc c'est un savoir qui est différent. C'est plus manuel, plus répétitif. Voilà, on est debout. Il faut faire soit la blanchisserie, donc les draps, les calanques, mais il n'y a pas l'imaginaire qui travaille là-dedans. Et ici, la première impression, c'est que on est quand même dans le domaine de la concentration et il faut quand même produire des pièces, faire des tableaux, c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit d'ouverture au niveau de la créativité. Voilà. La céramique, comme certaines personnes, ne voit que la décoration, voilà, la créativité, mais il faut monter les pièces et donc il faut porter les moules, il faut couler, il faut lisser, donc il y a toute cette phase de préparation. Et voilà, et sans ça on ne peut pas créer. Donc voilà, et donc il faut produire. Donc des fois c'est peut-être répétitif. Peut-être on n'apprend pas certaines choses, mais il faut y passer. Mais voilà. Après quand la pièce sort des moules, et après on va la laisser un peu durcir pour après une autre phase de la céramique qui sera le lissage. Vous avez toujours eu des affinités un peu particulières avec tout ce qui est artistique? Vous
Vous avez toujours aimé ça? À l'école, au collège, au lycée, on nous apprend tout ce qui est art plastique. Peu avant aussi, un atelier thérapeutique, un peu de poterie, j'avais touché un petit peu. J'avais fait du dessin avec l'école, des activités un peu comme ça, et ça me plaisait déjà bien avant de rentrer dans cette ESAT. Travailler la terre, toucher la terre, que ce soit la faïence, une terre lisse, une terre avec des cailloux, tout ça. On a travaillé le plâtre, on a travaillé la porcelaine, on a travaillé la terre blanche, on travaille le grès, on travaille... Ça fait drôle dans les mains en fait. Ça fait un truc avec le contact de la peau en fait, la terre. Donc maintenant c'est le lissage. Je vais gratter, que le surplus de terre s'enlève. J'enlève les petits défauts. Je suis déjà allée voir une boutique où ils travaillaient de la céramique. Et en fait, la dame qui travaillait la céramique faisait des pots en terre. Elle passait pas toutes ces étapes de lissage, de coulage. C'est vraiment la terre qui travaille avec la main et qui monte comme ça en fait. Et après, une fois que c'est sec, ils peignent. Et s'il y a un peu des défauts, ils s'en fichent, ils vendent quand même après. Mais nous, c'est différent, notre atelier. Avec sur Lunel une boutique ouverte en semaine qui justement vend ses productions. Ce sont ces travailleurs qui mettent les prix. Ils ont déjà un référentiel avec les produits qui sont dans la boutique, ils se réfèrent dessus, ils mettent les prix. Et ils installent dans la boutique. Je leur dis quand même, vous essayez de mettre les pièces par thème pour que le client, quand il arrive, que son œil aille tout de suite dessus. On met pas les pièces éparpillées, on met par thème. Si c'est le jaune, décor jaune, on met décor jaune, décor bleu, on met ensemble, etc. Quand on rentre dans ce magasin, on est accueilli par tellement de personnes qui sont déjà très accueillantes, mais on les voit au travail. Et à travers les situations de travail qu'on voit, on les voit évoluer elles-mêmes. Et en plus les objets, parce que du début à maintenant, il y a une transformation énorme qui s'est passée. Je ne sais pas si toi tu t'en rends compte. Bien sûr, oui. Tu le vois? Oui, ça développe, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est plus les petits objets naïfs qu'on avait au début, mais c'est les objets maintenant chargés de sens, chargés d'histoire de chacun d'entre vous, puisque quand même je sais que vous participez au thème et tout ça, c'est ça? Oui, parfois oui. Parfois oui. C'est souvent en fait selon le thème de chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus dans l'histoire de l'art. Voilà, il y en a qui sont dans l'histoire de l'art, c'est vrai. Et finalement, ça fait connaître toute la culture de la peinture, en fait, c'est bien. Voilà, sur ce côté-là, c'est bien. Après, je suis venue souvent, parce que je te dis, je pouvais voir les gens évoluer, je pouvais voir l'expression de chacun. Et ce qui me parlait énormément à travers ces objets, c'est justement cette expression qu'ils avaient chacun et qu'on laissait évoluer, tout en quand même l'accompagnant. C'est ça qui m'a paru très très intéressant. Je voulais aussi parler de la qualité de l'encadrement, parce que je trouve que les personnes qui sont là, elles font un boulot extraordinaire. Et justement, le fait que ce soit aussi une boutique, est-ce que c'est important pour vous? Oui, parce que notre travail est mis en valeur, après il est vendu, exposé sur les marchés, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous aussi, quoi, ça nous valorise. Vous vous appelez déjà? Bernard. Bernard. Le 21 janvier 58, signe de Verseau. Je vois une prochaine 58 ans. Oui. Voilà. Les clients, ils viennent, ils rentrent dans la boutique? L'autre fois, il y avait un groupe qui vient. Qui est venu? Oui, quand ils venaient en bus. Quand tu fais le coulage, je l'ai montré comment on fait. J'ai dit voilà, on fait. Je reprends un outil, je prends un moule, je le pose sur la table. Je montre comment on passe à la machine pour l'embrayage pour la terre. Ils ont vu, ils ont dit que c'était bien. Après ils ont montré, j'ai pris la carafe, j'ai versé le coulage dans les moules. Il n'y a plus qu'à là, j'ai montré comment on vide. Ils étaient contents.
voilà, ici Isabelle est en présentation, en tout cas de poser le patron donc, sur le tissu afin de pouvoir tracer ce qu'il sera un sac, un modèle que l'on réalise assez souvent. Voilà, donc Isabelle pour le moment épingle sur le tissu parce qu'il faut qu'effectivement le patron soit le plus droit possible. Voilà, donc on utilise une règle aussi pour prendre appui. Donc l'étape qui suit effectivement le traçage du patron, donc c'est la coupe, donc qui doit être très précise. Voilà, donc toutes les étapes du sac sont découpées. Donc nous avons la partie extérieure et tout ce qui est la partie intérieure. Donc tout ce qui est doublure. Ensuite, Isabelle, on va avoir l'étape de montage. Donc chaque étape est réalisée par les travailleuses. Donc c'est des étapes de couture à la machine. Donc là, on va finir de le monter. En tout cas pour la partie extérieure. D'accord ? Voilà. Donc on met la partie d'un angle à un angle, tu te souviens ? Allez, on fait passer les épingles. Voilà. Donc là. Voilà, je te laisse continuer. Tu me fais le tour. Alors nous avons fini le sac à bas. C'est ça pour mettre pas beaucoup d'affaires. C'est ça carré. Nous avons la doublure à l'intérieur. Et la décoration à l'extérieur. En fait, le moniteur va être la charnière entre développer au maximum les compétences de la personne vis-à-vis d'un champ commercial. Voilà, avec bien sûr la contrainte que le produit fini a un coût et qu'il faut qu'il y ait quand même une rentabilité à la fin. C'est pas un atelier occupationnel. C'est pas un atelier occupationnel parce qu'il y a vraiment la dimension commerciale, c'est-à-dire que même si souvent ils sont force de proposition avec des idées de travaux à réaliser, il faut toujours qu'on les ramène dans une réalité, dans le sens oui, on peut faire ça, mais est-ce que ça va plaire aux clients? Est-ce que c'est intéressant de le réaliser? Est-ce que ça va pas mettre trop de temps et du coup on serait obligé de le vendre très très cher et du coup on ne trouverait pas de clients? Ils ont forcément la contrainte de la finalité commerciale. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, étant donné qu'il s'agit d'une activité, je le redis, de production artistique. Alors, ça veut dire à la fois que ce qui est mobilisé en termes de production, c'est la créativité des personnes qui travaillent à les arts, mais c'est aussi la capacité à faire en sorte que cette production reçoive un accueil et soit vendue. Donc c'est cette spécificité-là quand même qui fait que pour les arts, il faut à la fois que les personnes s'épanouissent et soient créatives dans ce qu'elles produisent, mais aussi que ces productions soient accueillies par un public, par une clientèle. Et que cette clientèle justement trouve un intérêt à l'achat de cette production. C'est une œuvre avec des collages qui lient le tag et les dessins de grottes préhistoriques. Donc j'ai revoulu travailler certaines couleurs dans l'esprit des grottes préhistoriques avec les ocres jaunes et les ocres colorés. C'est toi qui as fait cette proposition ? Non, au départ, on s'est dit avec la monitrice qu'on pouvait peindre sur l'arrière du tableau. Par originalité, mais ça a dépassé notre réflexion parce que en fait c'est un peu la sculpture et un peu la peinture. Et c'est ça que j'aime bien cultiver, les tensions, les ambiguïtés entre certaines idées qui viennent s'entrechoquer. Le support aussi, l'acte créatif en tant que support de la relation à l'intérieur même du lieu, c'est-à-dire entre les moniteurs d'atelier et ceux qui produisent. C'est-à-dire
la fonction du moniteur d'atelier là est dans l'accompagnement. À travers ça, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Autre chose que ce qu'elle produit. On utilise le support pour la relation aussi et pour savoir au-delà de mon activité comment ça va dans la vie de tous les jours, quoi, qu'est-ce que je produis aussi quand je vais pas bien, ou qu'est-ce que je produis justement quand je vais bien, ou qu'est-ce que je veux produire. Et c'est vrai que là pour le coup, c'est pas que ça peut se lire, mais le message n'est pas forcément le même. Important justement dans votre démarche artistique? Qu'est-ce qui est ça fait ressortir nos émotions, ça nous relâche, quoi. C'est des choses qui nous bloquent dans la vie. On peut pas l'exprimer en réalité, donc on l'exprime sur des toiles ou à l'écriture, avec un instrument de musique, sur des chansons. C'est entre autres la nécessité d'être artiste, ou ce qui fait qu'on est artiste. On lâche nos émotions sur nos travaux, sur nos arts. Vous a amené en fait à vous orienter vers un métier très artistique? J'avais des parents qui étaient ouverts à l'art, qui s'intéressaient à la musique, tout ça, ou aux différents arts. Ils nous faisaient découvrir les belles choses dans les voyages, et donc ce goût des belles choses s'est transmis dans la peinture après. Il y a des personnes qui fabriquent des objets du côté artistique, et il y a des personnes qui vont avoir une place de mise en valeur de l'objet, qui vont être tout aussi importantes dans le processus de fabrication. Le moment où le client va être en boutique, du fait que ce soit un atelier boutique, la personne, le client va voir ce qui est en train de se faire, pouvoir poser des questions, et de cette façon, l'objet va être vendu sous le regard du travailleur et va être directement valorisé. C'est très important, en fait, je pense, pour le travailleur de savoir où va aller l'objet qu'il vient de fabriquer, parce que même si les arts étaient à une visée commerciale, c'est quand même quelque chose d'eux-mêmes qu'ils mettent dans leur travail. Bon, historiquement, on voit comment ça s'est créé, c'est-à-dire qu'en fait, au départ c'était embryonnaire, c'était une expérience qui s'appuyait sur l'idée d'activités de soutien. On était comment on peut créer des activités de soutien en plus de la production, et puis petit à petit c'est devenu une activité de production par elle-même. En termes d'image, en termes on est fiers d'avoir les arts dans la palette des activités qu'on propose dans les ESAT de la PSH 34. À un moment donné, je me suis retrouvée seule, sans travail, sans rien, quand j'étais jeune et tout, et puis j'ai demandé aux personnes qui s'occupaient de moi, donc une assistante sociale, et mes éducateurs de l'époque, et puis j'ai fait le souhait de vouloir travailler, sauf que je savais très bien qu'il me fallait un travail, mais un travail adapté à mes besoins, parce que en fait j'ai du mal avec la concentration, et en fait si j'aurais été en milieu ordinaire, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés que dans un travail adapté où justement c'est adapté aux difficultés de chaque personne. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un retard, ou j'ai une maladresse, ou je suis dispersée, dans un milieu ordinaire, on l'accepte pas forcément. Tandis que dans un milieu adapté, la personne peut reprendre et aider pour pas qu'on le refasse encore une fois. Donc effectivement, travailler en ESART, ça vous permet effectivement de travailler donc, dans un rythme différent, peut-être comme vous disiez avec moins de pression. Voilà, surtout que l'handicap adolescent, on le rejette. Après, à 20 ans, on le met de côté. Et après, on vit avec. Donc il y a une progression.
On va rencontrer des personnes qui vont être plus en difficulté, certains jours et pas d'autres, où il va y avoir des hauts et des bas. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte pour accompagner au mieux le travailleur dans sa vie professionnelle. C'est essentiel. Je pense que si on n'est pas à l'écoute de la difficulté de la personne, elle ne sera pas en capacité de donner le meilleur d'elle-même. On remarquera que sur la situation de handicap, on va dire que plus généralement, ce sont des personnes qui ont des troubles psychiques. Voilà. On a moins on va dire, de personnes qui sont sur le versant de la déficience intellectuelle. C'est vrai aussi qu'on regardera dans les parcours de ces personnes qui ont vécu sans doute des ruptures aussi psychiques à un moment donné de leur vie. On remarquera des parcours scolaires ou des parcours d'études qui peuvent se rapprocher justement des arts appliqués, voire même des beaux-arts, voilà. Et avec des personnes qui ont une sensibilité très prononcée justement sur la question du dessin, de la question de la peinture, enfin, des gens qui sont très sensibles à tout ça et qui en plus ont une culture, pour certains d'entre eux, une culture artistique. Si on peut dire, en fait, j'ai fait un CAP cinétique en scène et décor, et étant donné mes problèmes, dont l'épilepsie et l'hypersensibilité psychique, ce qui est dû sur moi à mon anomalie cérébrale dès ma naissance, j'ai cherché un mode de travail qui s'accouplait avec mes problèmes et en même temps mes envies, mes rêves, dont l'art, le dessin, la peinture. Vous avez peur du jugement par moment? C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est, donc on a un peu des difficultés de dire les actes. Maintenant, j'aurais moins de peur à dire, mais handicap, c'est un mot abstrait, parce qu'handicap, ça peut être physique, moral, psychologique, et donc c'est un mot abstrait, mais après, comme j'ai dit au début, on a l'appréhension, on dit ah tiens, ça, le regard des autres, mais maintenant, on s'accepte. Qui du coup s'orientent volontiers vers cet atelier, et pour lesquels effectivement ailleurs ce serait plus compliqué, plus difficile. Voilà. Pas impossible, parce qu'il n'y a rien de définitif dans une vie, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de déterminisme non plus. Donc ça c'est important de le dire, y compris quand on est en situation de handicap. Parce que souvent, dans un parcours professionnel, on arrive à avoir des jeunes personnes qui se demandent pourquoi ils sont accueillis en ESAT. Qu'est-ce qu'ils viennent y faire, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont advenir dans leur carrière professionnelle. Et du coup, ça va venir pointer sur leur personne, leurs difficultés. Et oui, tu as une difficulté, mais oui, on va pouvoir la travailler, et oui, on va pouvoir en faire quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que tu es ici, que tu as besoin d'un accompagnement, de travailler dans un milieu protégé. Et ça peut être aussi ne pas toujours être le cas toute ta vie. Il peut y avoir des perspectives d'évolution, mais il me semble que ça met quand même un peu un état des lieux sur où en est la personne. Les moniteurs d'atelier, tout ça part d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui vont être en capacité de révéler les compétences d'une personne pour laquelle au départ on n'a pas forcément vu qu'elle était capable de. Et c'est dans cet accompagnement à la compétence que les choses peuvent se faire. Et ça, c'est primordial, c'est primordial. Tout démarre de là en fait, de l'accompagnement qu'on propose à tous les niveaux. Bon, le moniteur d'atelier en premier, après il y a le reste, mais il y a les conditions dans lesquelles on met les personnes et puis après il y a le reste. Qu'est-ce que ça vous évoque le mot handicap? Qu'est-ce que c'est pour vous finalement avoir un handicap? Une gêne qui... mais cette gêne peut me servir finalement, on ne le sait pas. Ça peut me donner un style à ma peinture. Cette fragilité, il faut s'en servir.
Et puis souvent on pense que les artistes s'appuient sur leurs failles, sur leurs manques, sur leurs doutes pour justement créer. C'est source d'inspiration aussi. Oui. On est vraiment dans la richesse de l'instant présent. Et ça, c'est difficile d'en parler parce que ça ramène trop à soi. Quand on est devant un tableau ou quand on est devant une production, on a le sentiment qu'il y a des choses qui se révèlent à nous, alors que bon, on n'était pas forcément a priori prêt à ça. Des sons, des lumières, des lignes, qui en fait rassemblent en nous ce qui était dispersé. En fait, il y a quand même quelque chose qui se joue aussi de la question du regard qu'on porte sur la personne handicapée. Et, et là, directement, on voit ce qu'elle est capable de faire. Et ça nous interroge à nous aussi, par rapport à nos propres limites. Cet échange-là se fait dans les deux sens. Et ça, nous, les handicapés en situation de handicap, le regard des gens de l'extérieur, pas tout le temps, c'est pas tout le temps que des gens sont méchants, mais nous, on voit. Et ça vous touche? Ben bien sûr. Vous êtes à l'aise avec le mot handicap? J'avoue que c'est un peu abusé. Parce que ça me met dans un cercle qui n'est pas du tout le mien. Il y a différentes sortes de handicap, il y a mental, physique, et le mien est mental, et pourtant je peux vivre comme n'importe quelle personne, mais avec... Et donc justement vous disiez qu'ici vous n'étiez pas jugée. Non, je ne suis pas jugée. D'un côté c'est bien. Ça c'est primordial? Oui. On n'est pas qualifié. Ici, selon notre handicap, on est comme tout le monde. Surtout l'art, ça leur donne une place, un support sur lequel ils puissent parler de quelque chose, un support à leur relation. La question de l'art, c'est une question quand même qui est complexe. Sur la question de créer. Encore plus sur la question du processus de création. C'est vrai que c'est tellement intime cette affaire, c'est-à-dire à la fois pour celui qui crée, que pour celui qui reçoit la création, c'est-à-dire dans quelle position je suis pour apprécier ce qui est créé. Quelle émotion ça évoque en moi. C'est complexe d'évoquer ça. Et y compris même pour l'artiste, de dire voilà quel type d'émotion je souhaiterais provoquer chez l'autre. C'est pas possible de dire ça, c'est de l'indicible. On est dans l'indicible. Donc, parler d'art, ça reste quand même, pour moi, parler de soi. Et c'est pas facile de parler de soi, voilà. Parler d'art en tant que créateur, mais aussi en tant que récepteur de ce qui est sous mes yeux. Qu'est-ce que ça me fait comme effet. Voilà.